Herzlichen Dank, René, für die netten Merci Worte. René pour ces aimables paroles de présentation. Je tiens également à te remercier pour cette excellente collaboration avant le symposium. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour vous montrer finalement vos données. Ce sont plus de 2500 personnes. Vous êtes 2500 à avoir participé à ce travail. Vous avez alimenté cette base de données et c'est avec notre groupe de travail que nous avons déjà commencé à analyser ces données. Et j'ai donc le plaisir aujourd'hui de vous présenter les résultats. Tout à l'heure, le professeur Michel a fait une excellente introduction qui est aussi une introduction à mon exposé. On parle de spondylarthrite ankylosante, morbus Bechterew. On dit que c'est une inflammation du dos, de la colonne vertébrale, mais au départ, c'est avant tout une inflammation au niveau de l'articulation sacro-iliaque. Et je parlerai aujourd'hui aussi de la spondylarthrite axiale. C'est une notion que je voudrais évoquer parce que, en plus de la spondylarthrite ankylosante, la spondylarthrite axiale concerne également les formes précoces de tous les symptômes auxquels nous pouvons avoir affaire. Alors, comme vous le savez pertinemment, l'inflammation concerne l'ensemble de la colonne vertébrale, mais souvent elle commence au niveau de l'articulation sacro-iliaque pour ensuite s'étendre davantage vers le haut jusqu'aux vertèbres thoraciques qui sont très souvent touchées. Le professeur Michel nous disait tout à l'heure qu'il y avait ensuite un processus d'ossification qui se manifeste au long des années. Et cette ossification est constatée surtout dans l'espace intra-vertébral, comme vous voyez ici. Et à gauche, vous voyez une préparation anatomique qui montre de manière très explicite cette ossification, pas seulement de la colonne, mais aussi de l'articulation sacro-iliaque. Ce phénomène est constatable également sur les clichés radiologiques. Vous voyez ici des zones un peu floues au niveau de l'articulation sacro-iliaque qui est presque devenue invisible. Et puis, ensuite, vous voyez cette ossification dans les espaces intervertébraux jusqu'à ce que la colonne devienne complètement rigide. Alors, ces modifications amènent souvent à un diagnostic de spondylarthrite ankylosante, mais elles apparaissent très tardivement dans l'évolution de la maladie. Et c'est la raison pour laquelle maintenant le diagnostic comporte aussi les formes précoces. Et c'est pour cela qu'on parle souvent de la spondylarthrite axiale qui comporte non seulement les formes tardives comme la spondylarthrite ankylosante, mais également les formes précoces. En fait, on parle de spondylarthrite radiologique ou non radiologique, c'est-à-dire ce qu'on appelait préalablement la spondylarthrite ankylosante devient maintenant la forme radiologique. Il faut savoir que tous les patients ne vont pas forcément développer une spondylarthrite ankylosante avec le temps. Beaucoup de malades vont rester dans le stade non radiologique et nous nous sommes intéressés aux différences justement entre ces deux formes de la spondylarthrite, donc radiologique ou non radiologique. Dans le segment intérieur, donc la forme radiologique qui commence dans l'articulation sacro-iliaque, dans ce cas, elle s'appelle déjà la forme radiologique parce qu'à ce stade, il se peut que la colonne vertébrale ne présente aucun problème et que ce n'est que par la suite que les vertèbres vont également s'osséifier. En revanche, la forme non radiologique est une forme dans laquelle on ne constate ni d'ossification, de problème dans l'articulation sacro-iliaque, ni dans les vertèbres au départ. En revanche, le diagnostic peut être posé grâce à l'IRM. Cette forme non radiologique ne constitue pas forcément une forme précoce
c'est simplement une forme dans laquelle un certain nombre de patients ne vont jamais arriver à la forme radiologique. C'est pour ça que nous ne parlons pas de forme précoce et tardive, parce que ce n'est pas la question. Nous parlons de forme radiologique ou non radiologique. Voyons maintenant les données. Comme je vous le disais, 2450 personnes ont participé à cette étude. Ils ont été transmis par leur rhumatologue. Nous avons travaillé avec plus de 177 cabinets de rhumatologues et au total également 42 cliniques de rhumatologie en Suisse ont participé. Certains d'entre vous connaissent sans doute ce questionnaire que vous avez peut-être rempli vous-même. Donc on a posé ici des questions sur l'évolution de la maladie, les limitations subies dans la vie quotidienne, et les médecins ont également fait des mesures, des bilans sanguins et bien entendu des clichés radiologiques. Tout à l'heure, le professeur Michel nous parlait d'une étude allemande qui a été faite en 2000 et qui montrait qu'il y avait un retard du diagnostic qui mettait 9 ans à être posé. Nous constatons ici en Suisse que ce retard diagnostique a certes diminué, mais nous en sommes toujours à 6,4 années en moyenne pour poser un diagnostic. Et vous voyez également que 95% des patients sont diagnostiqués avant l'âge de 40 ans. Et vous voyez également en rouge les femmes, en noir les hommes. Sur ce graphique, on voit que les femmes sont diagnostiquées un peu plus tard en moyenne que les hommes. En tout cas, au cours des 10 dernières années, nous avons progressé en matière de diagnostic, mais c'est loin d'être suffisant, bien entendu. Voyons maintenant le ratio homme-femme. On nous a toujours enseigné, c'est écrit dans tous les manuels, que s'agissant de la spondylarthrite ankylosante, les hommes sont nettement plus souvent concernés que les femmes. Et notre étude montre également, en tout cas pour la forme radiologique uniquement, que ce sont effectivement 73% d'hommes et 27% de femmes seulement. Mais, comme nous allons le voir tout à l'heure, lorsque nous parlerons de la forme non radiologique, eh bien, pour cette forme non radiologique, la situation est tout à fait différente. S'agissant du HLA-B27, on nous parle toujours d'un taux de plus de 90%. En Suisse, nous avons constaté que c'est environ 80%. Autrement dit, 20% des patients sont touchés par la spondylarthrite ankylosante sans présenter l'antigène HLA-B27. Voyons maintenant la fréquence des autres manifestations cliniques de la maladie, donc les inflammations articulaires, vous voyez en haut à gauche, par exemple, un genou inflammé, le problème des tendons également, notamment les tendons d'Achille, vous voyez en haut à droite, le problème plantaire aussi, les inflammations oculaires, ce sont souvent des uvéites, donc une inflammation de l'iris, et puis le psoriasis qui lui aussi est associé au morbus Bechterew. Environ 40% des participants à l'étude présentaient au moment du début de l'étude une inflammation articulaire. 2 tiers environ avaient des inflammations des anthèses. Et ce qui m'a étonné personnellement, c'est que près d'un quart des patients font aussi une uvéite à un moment ou à un autre. Et quant au psoriasis, eh bien, ce n'est que 6,7%. Ça s'explique en partie par le fait que nous avons fait en parallèle aussi une étude à long terme sur des patients souffrant de psoriasis. Donc parfois, ces deux groupes de patients se chevauchent un peu. C'est pour cela qu'ici, on ne voit que 6,7% de psoriasis, mais en règle générale, ce pourcentage est nettement plus élevé. Voyons maintenant l'activité de la maladie. Alors, il y a une activité subjective, c'est-à-dire ce qui a été évalué par le questionnaire que nous vous avons donné. Alors, on a là le questionnaire BASDAI, comme il s'appelle, et il comporte une échelle de 0 à 10 sur laquelle on demande à la personne d'évaluer l'intensité de sa douleur, le niveau de fatigue, la sensibilité à la pression, les douleurs articulaires et la raideur matinale.
Et puis, à partir de ces barèmes, on fait une moyenne et le score moyen BASDAI dans cette cohorte de l'étude était de 4,7. C'est beaucoup parce que je vous rappelle que c'est une échelle de 0 à 10, donc 4,7 c'est beaucoup, puisqu'en général les critères internationaux estiment qu'à partir d'un score de 4 BASDAI, on peut faire appel à des inhibiteurs TNF. Vous avez entendu tout à l'heure que beaucoup de malades n'ont pas forcément un taux trop élevé de CRP. C'est la moitié uniquement des participants qui présentaient des taux surélevés de CRP. Passons maintenant au traitement lors du début de l'étude. Alors les INS, c'est souvent le médicament de référence. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont effectivement administrés à plus de 80% des patients. Ensuite, il y a la cortisone, le professeur Michel en parlait. C'est rare que l'on utilise la cortisone sous forme de comprimé parce qu'il n'a pas forcément un effet. Il faudrait des doses beaucoup plus fortes avec les effets secondaires que cela présuppose. Nous utilisons avant tout la cortisone comme infiltration intra-articulaire, donc en traitement topique. Ensuite, il y a des médicaments dits de base. On parlera tout à l'heure du méthotrexate et de la salazopricine, mais qui ne sont la salazopyrine qui ne sont administrés que dans 6 voire 9,7% des cas. C'est dû au fait qu'il semble avoir un effet que sur l'articulation, mais pas sur l'inflammation dans son ensemble. Et puis, notre cohorte était déjà traitée par des inhibiteurs TNF au début de l'étude, 20%. Maintenant, le traitement par la suite, eh bien, il a fortement augmenté. C'est dû au fait qu'en Suisse, les rhumatologues aiment bien faire participer les patients qui souffrent le plus gravement dans les études. Alors, 64% des personnes qui n'avaient pas été traitées par inhibiteur de TNF au début de l'étude ont été traitées par la suite. Et quant aux facteurs qui permettent de décider si oui ou non on administre des inhibiteurs TNF, sont d'une part le score BASDAI. Alors, ce n'est pas nécessaire d'avoir un score de plus de 4 forcément dans tous les cas, nous le verrons plus tard. Mais ensuite, il y a aussi l'évaluation du rhumatologue quant à l'activité pathologique. On a demandé au rhumatologue d'évaluer aussi sur une échelle de 0 à 10 quelle était l'activité de la maladie et ensuite la participation articulaire. Autrement dit, en Suisse, on a tendance à traiter davantage les patients lorsque ils ont des problèmes articulaires en plus des problèmes vertébraux. Alors, je reviens maintenant à cette distinction entre la spondylarthrite radiologique ou non radiologique. La forme radiologique correspond à la spondylarthrite ankylosante telle que nous la connaissions jusqu'à présent, sachant que la forme non radiologique n'est pas forcément une forme précoce. Un grand nombre de ces patients non radiologiques n'ont pas eu de changement depuis 10 ans dans les clichés radiologiques de leurs articulations sacro-iliaques ou de la colonne vertébrale. Donc, ce n'est pas forcément une forme précoce. Je reviens au ratio homme-femme. On l'a vu tout à l'heure pour la forme radiologique, c'est 3 hommes pour une femme. Et dans la forme non radiologique, on est presque moitié-moitié. 49% de femmes, 51% d'hommes. En revanche, vous voyez que dans les deux groupes, radiologiques et non radiologiques, on a toujours environ 80% de patients HLA-B27 positifs. Maintenant, l'âge au début de l'étude semble être un petit peu plus bas pour la forme radiologique. Donc, ils avaient en moyenne 26,5 ans pour la forme radiologique, 28,7 ans pour la forme non radiologique. Et ensuite, vous avez la durée de la maladie en années. Donc, vous voyez que ce sont les patients qui ont été inclus dans l'étude sont des patients de longue date, 15 ans et 9 ans respectivement. Et puis, nous avions dans le groupe des
malades depuis moins de 5 ans, nous avions nettement plus de formes non radiologiques, 48%. Donc ça, ce sont des patients pour lesquels le diagnostic venait d'être posé. Quant à l'incapacité de travail, nous avons essayé de voir quel est le pourcentage des patients qui avaient eu une incapacité de travail de plus de 4 semaines avant le début de l'étude. Vous voyez qu'il y a une petite différence entre les deux groupes, mais elle n'est pas significative. On est à 32-37%, ce qui signifie que même la forme non radiologique semble présenter quand même une activité suffisante pour qu'elle puisse conduire à une incapacité de travail, même passagère. Et c'est pour cela que je voudrais vous montrer ces paramètres d'activité, justement. D'abord, la souplesse en fonction du score BASMI. Alors, ce sont des mesures qui sont effectuées par le médecin. Plus le score BASMI est élevé, plus la souplesse est mauvaise. Alors, il est évident que dans la forme radiologique, le score BASMI soit plus élevé que dans le groupe non radiologique. Mais on constate quand même que le BASDAI, c'est-à-dire le score d'activité de la maladie, donc fatigue, raideur matinale, douleur, etc., est presque identique dans les deux groupes et même un peu plus élevé dans la forme non radiologique. Et le BASFI, c'est un score qui analyse les troubles fonctionnels au quotidien, donc les problèmes de fonction que l'on rencontre au quotidien, semble aussi indiquer que les deux groupes, qu'ils soient radiologiques ou non radiologiques, ont à peu près le même problème de fonctionnalité. On a aussi pris des mesures physiologiques, par exemple CRP. La moitié environ des patients qui ont la forme radiologique présentaient des taux surélevés de CRP. En revanche, dans le groupe non radiologique, c'est un tiers seulement, comme vous le voyez, qui ont un taux de CRP trop élevé. Nous avons également constaté que les fumeurs, qu'il y a plus de fumeurs ayant la forme radiologique, et c'est pour cela que nous nous sommes intéressés aux différences entre fumeurs et non-fumeurs. Alors en rouge, vous voyez les fumeurs, vous voyez que le BASDAI est nettement plus élevé, donc une activité de la maladie plus élevée, moins de fonctions possibles, moins de souplesse et un taux de CRP plus élevé que le groupe des non-fumeurs. Et c'est ce qui nous a fait penser qu'il fallait s'intéresser à l'évolution. Est-ce que peut-être les fumeurs réagissent moins bien au traitement? On a pu trouver effectivement un sous-groupe de fumeurs qui semble moins bien réagir au traitement. Vous avez ici sur ce graphique l'évolution de l'activité de la maladie, donc du score BASDAI, et on voit que les personnes qui ont en même temps un CRP trop élevé et qui fument voient leur BASDAI diminuer nettement moins que le groupe des non-fumeurs et qui n'ont pas de CRP trop élevé. Alors, est-ce qu'il faut pour autant penser que le fait d'arrêter de fumer puisse interrompre l'évolution de la maladie? Ça reste à prouver, mais je pense qu'en tout cas au début de la maladie, il ne faudrait certainement pas commencer à fumer. Ça, c'est en tout cas ce que l'on peut dire. Mais pour le reste, nous n'avons pas encore de données pertinentes. Alors, voilà ces premières données qui ressortent de notre analyse. Je tiens à remercier tous les membres du groupe de travail. Ils sont d'ailleurs tous présents, soit ici, soit dans l'autre salle. Je remercie aussi le bureau SCQM, le VMB et tous les médecins, notamment ceux de la clinique universitaire de Balgrist, qui ont fortement contribué à cette étude. Merci de votre attention.